Deuxième partie de l'African Newsroom. Merci de nous rejoindre. François Gomis, docteur en sciences politiques, ainsi que Makaïla Gebla, journaliste blogueur, et l'éditorialiste Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Juste avant de marquer la pause, nous parlions de cette plainte déposée par ces associations africaines. Et donc, est-ce que, Jean-Marie, quel écho justement auprès de la CPI? J'étais en train d'expliquer tout à l'heure, Zara, c'est que notre invité parlait tout à l'heure, si vous voulez, du manque de moyens en Afrique. Aujourd'hui, vous avez la société civile. Ce n'est plus que la société civile africaine aujourd'hui. Il y a la société civile occidentale qui se rend compte des conditions iniques dans lesquelles les procès des dirigeants africains se déroulent. Donc aujourd'hui, ces sociétés civiles occidentales-là, c'est-à-dire le dossier de Mediapart dont je parle là. Mediapart, ils se disent, on ne va pas avoir une lecture partisane. On va se dire que nous sommes un journal français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Mediapart? Mediapart, ils ont envoyé le dossier dans tous les grands journaux européens pour essayer que chacun ait sa vision, sa lisibilité, c'est-à-dire de ce dossier-là. Donc à partir d'aujourd'hui, il est tout à fait logique dans le cadre, je disais tout à l'heure que nous le savons aujourd'hui parce que Mediapart ne vend pas les dossiers. Ce sont des dossiers qui lui tombent dessus, comme les Wikileaks, tout ce que nous savons. Ce sont des dossiers qui tombent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font canaliser ce dossier-là. Et à la fin, c'est-à-dire, on va voir, la justice a besoin des preuves. On va nous dire peut-être que ça se passe chez nous en Afrique, mais là, vous avez des milliers, comment dirais, des milliers de pages de preuves. Comment est-ce que ça s'est déroulé de la Côte d'Ivoire jusqu'à chez Kadhafi? Nous le savons aujourd'hui. Donc à partir de là, il faut que la justice internationale, au niveau de l'équité, soit juste, si vous voulez, avec tous les présidents. Que les présidents africains ne soient pas les présidents. On nous dit que oui, vous ne respectez jamais la démocratie. On regarde ce qui se passe sur le plan intérieur de nos pays, mais on oublie la déstabilisation des forces extérieures et externes par rapport à l'environnement interne des pays africains en tant que tel. Si nous commençons par, par la plaine de Sarkozy, ça commencerait déjà, à éclairer toute la société sur les actes qui sont posés au point de vue international en tant que tel. François Gomis, avec cette plainte, on voit par ailleurs l'importance que revêt l'ancien raïs libyen Mouammar Kadhafi pour les organisations panafricanistes. C'est un personnage central aujourd'hui pour ces organisations. Bon, en tout cas, je pense que c'est un personnage quand même qui a eu à jouer un rôle important pour l'Union africaine, notamment dans les dernières années de sa vie. Ça n'a pas toujours été le cas au début. Donc, central, je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un personnage central, mais c'est un personnage important. Donc, pour répondre à votre question, qui était celle de savoir si cette plainte avait une chance d'aboutir, je dirais d'abord une remarque générale, c'est que depuis la fin de la guerre froide, on assiste à une imbrication entre les enjeux politiques, géopolitiques et disons la thématique des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre certaines choses sans avoir à en assumer les responsabilités. Par contre, il faut souligner que la guerre qui a été menée contre la Libye avait quand même de solides garanties du point de vue du droit international. Puisqu'il y a eu la résolution 1973 qui a été votée le 17 mars 2011. Donc le président français Nicolas Sarkozy n'était pas tout seul. Il y avait avec lui l'OTAN et puis il y avait même la Ligue arabe. Je rappelle que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont même voté parce qu'ils faisaient partie des membres tournants du Conseil de sécurité. Donc je suis quand même dubitatif quant à l'issue de cette plainte. Mais après, comme l'ont rappelé mes collègues qui m'ont précédé, c'est symbolique et puis ça permet aussi de mettre la lumière sur certaines choses qui ont été occultées jusque-là. Makaïla Gebla, donc on a cette plainte contre le président français, mais avant cela, on a eu pas mal de protestations contre le franc CFA. Est-ce que la société civile africaine est en train de se rebiffer? Absolument. La société civile africaine, depuis une dizaine d'années, a un travail formidable qui mériterait effectivement un soutien conséquent. Moi-même qui vous parle, j'étais à Bruxelles, à l'Union européenne, où j'étais auditionné par le Parlement européen sur les questions de l'aide publique au développement. Et j'avais proposé des axes à l'Europe. Je leur ai demandé de pouvoir financer, soutenir les initiatives de la société civile africaine, notamment au niveau de la presse, au niveau de la société civile, pour que les travaux de la société civile puissent être achevés et qu'ils puissent vraiment avoir un impact important sur le développement de l'Afrique, sur effectivement la question de la démocratie, la question du respect des droits de l'homme, la question de l'impunité. Mais vous savez,
au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a une angoisse liée effectivement à la question sécuritaire. Donc les Européens sont plutôt préoccupés par la question sécuritaire que par la question de l'enracinement d'une culture démocratique sur le continent africain. C'est là notre point de divergence avec l'Europe. Je vous assure qu'en 2013, je ne m'attendais pas à ce que l'Union européenne ne puisse pas quand même continuer à soutenir une dynamique de la société civile. Si on avait à l'époque soutenu la société civile africaine, aujourd'hui on aurait posé des actes importants comme ce qui vient d'être posé à Ouaga dans le but effectivement de lutter contre l'impunité sur le continent africain. J'espère que c'est un éveil important de Dakar à Ouagadougou en passant par Bamako. Il y a un éveil de la société civile, il faut encourager et l'Union africaine normalement doit jouer aujourd'hui pleinement sa partition dans cet éveil de conscience globale qui puisse quand même aider l'Afrique à se décoller. Et Jean-Marie Bitomo. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que les enjeux qui attendent l'Afrique aujourd'hui, ce ne sont pas des enjeux mineurs, ce sont des enjeux majeurs. Donc à partir de là, j'ai dit toujours sur ce plateau, tant qu'on nous présente une histoire qui est pervertie, occultée quelque part, c'est-à-dire on ne comprend plus les tenants et les aboutissants, c'est en écrivant, en réécrivant l'histoire réelle que les Africains vont prendre conscience de ce qu'ils sont en tant qu'individus. J'ai dit toujours sur ce plateau, aucun pays dans ce monde qu'on m'en montre un seul. En tant qu'économiste, qu'on me montre un pays qui s'est développé dans ce monde sans que vous ayez la peur de l'État. Quand on arrive chez nous en Afrique, on critique tout. Mais maintenant, quand on prend du recul et on s'aperçoit, on dit maintenant, on procède à une procédure analytique des faits en tant que telle, on a une autre version des faits. Et j'espère bien que cette version des faits-là finira par émerger. Et elle finira par émerger tout simplement pourquoi? Parce que la vérité, vous ne pouvez pas la cacher éternellement. Donc les Africains sont maintenant dans ce processus-là de connaître leur histoire, de connaître les tenants et les aboutissants, quelles sont les motivations qui font en sorte que l'Afrique se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. Et les jeunes Africains sont prêts aujourd'hui, c'est-à-dire à demander des comptes par rapport, si vous voulez, à l'état dans lequel se trouve l'Afrique aujourd'hui. Donc à partir de là, vous nous parlez du franc CFA. Le franc CFA, si vous voulez, est une des variables, un des paramètres essentiels. Moi, quand des gens me disent que non, le franc CFA, non, c'est pas pour l'instant le paramètre dont il faut discuter. J'ai dit toujours aux gens, prenons l'exemple simple, sortons des grandes théories économiques. Vous avez de l'argent aujourd'hui, vous avez votre argent, vous le placez chez votre banquier. Votre banquier vous dit, bon, ok, vous avez placé 10 000 € chez moi, vous avez le droit d'utiliser que 5 000 €. Est-ce logique? Vos 5 000 €, les autres 5 000 €, ça appartient à qui? C'est votre argent. Donc à partir de là, je ne veux pas me lancer dans les grandes théories économiques. C'est un exemple simple que je prends dont tout le monde peut comprendre. Comment est-ce qu'on va vous permettre de vous développer? Vous venez, vous déposez vos 10 000 €, on vous dit que, votre banquier vous dit que, Zara, vous avez le droit d'utiliser que 5 000 €. Les 5 000 € que vous laissez, ça m'appelle. C'est-à-dire c'est à moi et moi je travaillerai avec et on verra après comment est-ce que ça se passe. C'est illogique. Alors on continue de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. L'administration américaine lève donc l'embargo économique contre le Soudan. C'est en 1997, sous la présidence de Bill Clinton, que les États-Unis ont imposé cette mesure en raison du soutien présumé du Soudan à des groupes terroristes. Ces sanctions ont considérablement affecté le Soudan, qui espère désormais beaucoup de cette levée de l'embargo. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement américain va lever les sanctions qui pesaient sur le Soudan depuis 2 décennies. Cette décision n'est en fait qu'une confirmation du décret pris par l'ancien président Barack Obama durant les derniers jours de son mandat en janvier. Prévue 6 mois plus tard, la levée des sanctions a été reportée de 3 mois par Donald Trump. Elle concerne la levée d'un embargo commercial, le déblocage des avoirs et la suppression des restrictions financières. La devise soudanaise s'est consolidée à 18,5 livres contre 20,2 au marché noir le jour qui a suivi la levée des sanctions. La livre soudanaise, qui dépend des importations, s'est affaiblie au cours de la dernière année, tandis que l'inflation a considérablement grimpé, atteignant 34,61% en août 2017. Je crois que la levée des sanctions américaines incitera les gens à utiliser les canaux légaux pour échanger de l'argent au sein du système bancaire. Les gens n'iront donc pas au marché noir parce qu'ils trouveront légalement des taux satisfaisants, ce qui mettra aussi fin au monopole du marché noir.
Selon les autorités américaines, le Soudan a fait des efforts en matière de coopération dans la lutte antiterroriste, de dialogue avec l'opposition et d'accès humanitaire aux populations déplacées par les conflits dans les régions du Darfour, du Kordofan et du Nil bleu. Le Soudan reste néanmoins sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, ce qui implique des sanctions résiduelles, notamment sur l'achat d'armes. Le point de départ devrait être la réforme de la situation politique en premier lieu et cela influencera la situation économique. Quand nous parlons de la situation politique, nous parlons de conflit et de paix parce que les principales causes sont la richesse et les ressources. Si la guerre continue, elle dévorera sans doute toutes les ressources et la guerre aura un prix élevé. 90% des ressources économiques soudanaises proviennent du pétrole, matière exploitée en majeure partie dans le sud. L'agriculture est toutefois la principale activité avec 840 000 km² de terres cultivables, mais seulement 18% sont exploités. Les principaux produits agricoles sont le coton, le sésame, l'arachide, la gomme arabique, dont le Soudan est le premier producteur mondial, et le sucre, qui classe le pays comme le 3e producteur en Afrique. Alors peut-être un petit retour en arrière, 20 ans de sanctions économiques. François Gomis, quelles ont été les conséquences pour le Soudan? Les conséquences ont été catastrophiques. Et puis ça permettez-moi de... Il est temps qu'on questionne cette stratégie de sanctions. Parce qu'on a vu aussi bien en Corée du Nord, en Irak, actuellement en Russie, et puis dans le cas d'espèces qui nous concerne ici. Je ne pense pas que ce soit réellement efficace. Parce que la plupart du temps, plutôt que le régime, c'est le peuple qui subit les conséquences. Donc, un petit rappel historique, parce que le président du Soudan, El-Béchir, il prend le pouvoir en 1989. Donc, à l'époque, il était entouré d'un idéologue qui s'appelle Hassan Tourabi. Donc, ils ont essayé de mettre en place un État islamique. Ce qui fait que, vers les années 96, ils ont quand même donné l'hospitalité à un personnage célèbre, en l'occurrence Ben Laden, ce qui a amené Bill Clinton non seulement à les classer dans la liste des pays terroristes, mais à décréter cet embargo. Vers les années 2000, il s'est séparé de cet idéologue, en l'occurrence Hassan Tourabi, et a essayé de donner de gages comme quoi il luttait contre le terrorisme, ce qui a abouti à la situation d'aujourd'hui. Mais si on prend ces 20 ans de sanctions, ça a eu des impacts catastrophiques pour le Soudan. Donc aujourd'hui, on ne peut que se réjouir pour le Soudan dans la mesure où ça permettra à ce pays d'accéder au marché international et financier, de pouvoir lever les fonds, surtout pour diversifier son économie. Parce que comme on le disait dans votre excellent reportage, l'économie n'est pas du tout diversifiée, elle dépend à près de 80% du pétrole. Donc on ne peut pas se développer un pays aussi longtemps qu'on n'aura pas diversifié l'économie et puis surtout s'industrialiser et transformer les matières premières en produits manufacturés qui sont gages de plus-value. Donc aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, je me doutais bien que, enfin, j'avais des doutes par rapport à la confirmation de cette levée parce qu'il faut rappeler que Obama a pris le décret une semaine avant son départ de la Maison-Blanche. Donc, comme les deux hommes n'ont pas les mêmes convictions, ne sont du même bord politique, on pouvait s'attendre à ce que Donald Trump, en l'occurrence, revienne sur ça. Mais finalement, il a poursuivi. Il a poursuivi, donc c'est à saluer. Et puis, espérons que le peuple pourra en récolter des dividendes. Mais pour ce faire, il faudra déjà changer l'environnement des affaires parce que dans un pays soumis à l'embargo, la corruption se développe le plus. Donc, il y a plein d'enjeux à relever pour espérer tirer les retombées de cette levée de l'embargo. Makaïla Gebla. Je pense que c'est un soulagement important pour le Soudan, le régime de Omar Hassan el-Béchir, qui est déjà sous le coup des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Je pense que c'est un soulagement énorme pour le Soudan, qui, comme vous le savez, l'a su après la crise du Darfour, qui a fait plusieurs morts. Ça a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Aujourd'hui, ça décristallise effectivement l'attention de la communauté internationale sur le Soudan. Et en plus, vous savez que c'est une victoire diplomatique, politique, mais aussi, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, ça a une ouverture économique vers les marchés internationaux pour le Soudan. Le Soudan, j'avoue qu'il a fait des efforts ces derniers temps énormes. Moi, j'étais il y a une semaine à un débat avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, sur cette question. Lui-même, il évoquait que le Soudan a coopéré notamment sur les questions de la lutte contre le terrorisme avec les Américains, en leur donnant beaucoup d'informations, que ce soit sur la Libye, que ce soit au niveau de l'Iran. Donc ça a été quand même décisif. Vous savez, les Soudanais, ils ont des diplomates assez pointus sur cette question, qui sont aux Nations Unies, qui sont un peu partout, et qui ont fourni beaucoup d'informations aux Américains. Donc je pense que c'était un soulagement. Et maintenant, il faut que le Soudan
Soudan œuvre notamment pour la stabilité au Darfour, mais aussi pour la réforme des institutions politiques. Et que Omar Al-Béchir, qui a fait aujourd'hui une vingtaine d'années au pouvoir, puisse quand même penser, songer effectivement à son départ. C'est ça qui est important pour un pays comme le Soudan, qui a été enclavé suite à ces embargos. Aujourd'hui, je pense que c'est un désenclavement du Soudan qui pourrait l'aider à relever la tête, quoi. Alors quand même, pourquoi cette levée de l'embargo et décider dans le même temps de maintenir le Soudan sur la liste noire américaine des sponsors du terrorisme? Jean-Marie. Je me pose une question relativement simple. Nous parlons du Soudan ici, là. Il s'agit de quel Soudan? Le Soudan du Nord ou le Soudan du Sud? Ou alors, ce sont tous les deux Soudans. Donc, soyons précis dans nos analyses. C'est le Soudan du Nord, d'accord. Bon, il ne faut pas oublier une chose. Il a bien fait de repartir sur la dimension historique, si vous voulez, du conflit là tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Soudan a eu une partition en deux? Il faut d'abord qu'on nous l'explique. Il nous a parlé uniquement en tant que géopolitologue, c'est-à-dire de la stratégie qu'il y a eu, si vous voulez, le Soudan. Bien évidemment, on n'a pas eu le temps de développer les aspects économiques. Cette partition-là, au niveau économique, a été, comment dirais-je, décidée par qui? Nous le savons très bien. Le Soudan a été divisé en deux aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que le Sud contient beaucoup plus de pétrole. Et ça, nous le savons aujourd'hui, c'est que ce sont les puissances internationales qui ont poussé à la partition du Soudan en tant que telle. Bon, il est vrai que ni Obama, ni Trump n'y étaient. D'accord? Donc, quand on arrive aujourd'hui, c'est une conséquence au niveau international. Moi, je parle toujours de cet embargo qui est non sélectif là. L'embargo, quand on l'impose, nous savons très bien sur quoi peut jouer cet embargo-là. Vous avez les dirigeants et vous avez la population. Et j'ai l'impression aujourd'hui que, c'est-à-dire quand on pose des embargos, ces embargos-là ne font jamais le distinguo entre les effets sur la population et les effets sur la classe dirigeante qui possède pratiquement, si vous voulez, toutes les ressources du pays, plus ou moins. Donc, à partir de là, il va falloir maintenant qu'aux Nations Unies, que les gens s'assoient. Pourquoi ne pas mettre en place, si vous voulez, des principes, des processus d'embargo qui soient des embargos sélectifs en tant que tels. Donc, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir en nous disant que ça fait plus de 20 ans que le Soudan est là-dedans. On nous parle de 20 ans, c'est la date à laquelle l'embargo a été décidé. Mais avant, c'est-à-dire vous avez déjà le Soudan qui était dans une liste, c'est-à-dire qui était une liste noire. Il faut monter, si vous voulez, par les différentes factions que vous avez à l'intérieur du Soudan en tant que tel. Donc, maintenant, que les gens se réjouissent qu'il y ait la levée de cet embargo-là, tout simplement. Il ne faut pas que nous oublions une chose. Vous savez, en politique, si vous voulez, il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts. Donc aujourd'hui, Trump sait très bien que les intérêts des États-Unis vont jouer sur tel ou tel. Vu le poids des États-Unis, on lève l'embargo et on continue le business. Peut-être une bouffée d'air pour l'économie soudanaise. Exactement, c'est ça, une bouffée d'air. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. D'accord.